Ça fait bizarre. Je me sens observé. Mais c'est bien d'être face à soi-même comme ça. Ça remet les choses dans le contexte. Comme beaucoup de personnes, tu t'aimes pas forcément. Donc voilà, t'es la face comme ça et puis là t'as pas le choix là. Puis voilà, peut-être c'est aussi peut-être la période de la quarantaine, je sais pas. J'ai ma petite crise de la quarantaine. Salut tout le monde, je m'appelle Sofiane Tadjine, j'ai 40 ans et j'habite à Paris. Ouais, elle est dure cette question, qui je suis? Il y a une phrase d'Oscar Sisto qui m'a toujours plu, je me rappellerai à la Starac, qui était super importante. Et en fait, cette phrase-là, il disait « Ne sois pas naturel, sois vrai », parce qu'il y a des gens qui sont naturellement faux. Et voilà, tout ça, je me suis toujours battu pour essayer d'être le plus vrai possible. Au fur et à mesure des années, maintenant je suis au top. Dans ma tête en tout cas. Je suis moi, voilà. Alors mon enfance est très simple. Je suis issu d'un couple mixte. Mon papa était algérien, ma mère était française. Ma mère m'a eu très très jeune, ma mère m'a eu à 17 ans. C'est vrai qu'elle m'a toujours porté, elle a fait beaucoup de sacrifices. Et qu'il serait temps un petit peu que je lui renvoie l'appareil, quoi. Donc ça a été toujours mon leitmotiv un petit peu dans ma carrière. Elle a beaucoup galéré, pourtant j'ai jamais manqué de rien. J'ai jamais manqué de rien, elle a vraiment été une mère exceptionnelle. Après voilà, j'ai pas connu mon père, pas vraiment. Sans forcément rentrer dans les détails, voilà, c'est quelqu'un qui a choisi le côté un petit peu plus obscur de la vie. Et il a préféré vivre dans des paradis un petit peu artificiels. Il a fait quelques séjours dans des clubs de vacances obligatoire, on va dire. Et puis voilà, donc c'est vrai que ma mère m'a réussi à me préserver de tout ça. Et puis pendant des années, j'ai grandi chez ma grand-mère. En fait, j'ai pas eu d'adolescence ni de, comment on appelle ça, j'ai pas eu d'intimité parce qu'en fin de compte, on vivait chez ma grand-mère avec ma mère et j'étais dans la même chambre que ma mère jusqu'à l'âge de 21 ans. Donc un peu compliqué pour amener les petites copines, moi j'ai pas connu les goûters où tu fais des soirées pyjama avec tes potes parce que voilà, c'était un peu compliqué, mais voilà, ça fait partie de mon cursus, ça fait partie un petit peu de ce côté un petit peu cette niaque. J'ai une niaque toujours par rapport à ça. J'ai été un enfant gros jusqu'à mes 15-16 ans. C'est vrai que j'ai un rapport au physique un peu indélicat dans le sens où je crois que je souffre comme beaucoup de personnes qui étaient un peu bouboules avant. C'est que je me crois toujours bouboule. Alors là, tu vois, en fait, le truc qui m'a gêné, c'est que j'ai l'impression que j'ai des joues. Regarde, je suis élastique, frère. Pendant très longtemps, j'ai pas été forcément au top. Et je pense que ça reste toujours un petit peu. Fils unique, ta mère, elle te fait des bons petits plats, ta grand-mère, elle fait des bons petits plats. Moi, ma meilleure amie, c'était la barquette de frites que j'avais à la fin du cours que j'allais chercher, quoi. Donc peut-être que je compensais aussi le manque d'un papa ou le manque de plein de choses, je sais pas. Mais c'est vrai que sur le coup, je le vivais très bien. Parce que quand t'as 15-16 ans, t'es un peu bouboule, tu t'en fous. Mon père, c'est un sujet très délicat parce que c'est vrai qu'il n'a pas forcément été toujours là. J'ai eu la chance d'avoir une maman qui était toujours là, qui a fait le boulot pour les deux, mais bien sûr que ça manque. Ça manque, surtout que voilà, ma mère est française, et j'ai vécu à la française, et c'est vrai que mon père était algérien, il est décédé aujourd'hui. Et il y a toute une partie de moi-même que je ne connais pas vraiment. Quand on dit toujours pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. C'est vrai qu'il y a une partie de moi qui est un petit peu dans le brouillard. Mais je ne l'en veux pas et la fin s'est pas forcément passée super bien parce que, je ne sais pas si je dois le raconter parce que ouais, c'est un peu, mais il est malade, il est parti très vite et on se faisait la gueule, quoi. Donc il y a toujours ces espèces de non-dits, des choses que j'aurais pu dire, faire, pardonner peut-être plus franchement et lui dire que voilà, je t'en veux pas, t'as fait tes choix et c'est comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant que je suis papa, je ne ferai pas les mêmes erreurs. On s'est séparés au bout d'1 an et demi parce que j'ai pas forcément été, ouais, je pense que j'ai pas été à la hauteur en tant que mec. Je vais pas m'inventer une life où j'ai pas forcément été le meilleur des maris. Même s'il n'y a pas eu de trompage, je vous vois venir. Bon, je tiens à le dire.
Mais voilà, j'étais peut-être pas prêt. J'ai eu un coup de flip, je pense. J'ai eu un coup de flip, j'avais besoin de respirer. Le seul truc qui me rend triste, c'est que ma mère n'a pas vu son petit-fils depuis presque 2 ans. Ça me touche. Ça me touche parce qu'on est proche, on est fusionnel avec ma mère. Et c'est vrai que quand son fils a un fils, tu te dis, elle mérite au moins de le connaître, quoi. Et c'est vrai que mon fils connaît pas sa grand-mère, donc c'est pas forcément facile. Donc j'espère que ça va s'arranger aussi. Je le vois pas beaucoup, mon fils, et c'est vrai que inconsciemment et indépendamment de ma volonté, j'ai l'impression de reproduire les mêmes choses. Sauf que moi, je tomberai pas dans la routine et j'arriverai pas à me faire à l'idée, bon, moi j'ai un môme, quand il sera plus grand, s'il a envie de me voir, il me verra. Non, mon fils, c'est mon fils. C'est la meilleure chose que j'ai réussi dans ma vie. Et voilà, je suis très très fier d'être papa, extrêmement fier. J'aime pas les trucs comme ça. Attends. Un môme, c'est la vie, un môme. C'est de l'amour pur et c'est vrai que c'est toujours cette notion de temps. Je le vois tous les 3-4 mois et je le vois évoluer en fin de compte sans que je sois là. Je vois des photos où il fait son premier truc de vélo, il tape la première fois dans un ballon et t'es pas là, quoi. Donc en fin de compte, c'est du temps perdu, ça. C'est du temps perdu que tu rateras pas. On est toujours dans cette notion, je suis toujours dans cette notion de temps perdu, en fait. Et voilà, donc ça me désole parce que j'ai vécu la même chose, j'ai pas envie qu'il ait les mêmes carences et les mêmes manques d'amour que j'ai pu avoir peut-être par rapport à mon père. Mais je l'aime. Et voilà, je suis fier de lui. En tout cas, je suis très content d'être papa et je le répète, c'est une merveille, ce môme. C'est une merveille. Je sais que je suis un bon papa et je sais que je suis quelqu'un qui... Après, je sais qu'il y a beaucoup de pères qui ont du mal ou qui n'arrivent pas à exprimer leurs sentiments. Moi, de par mon côté artistique, au contraire, j'ai besoin d'extérioriser, donc il ne manquera jamais d'amour et j'ai besoin de lui dire que j'aime mon fils, que je t'aime, que je suis fier de toi et que je serai toujours là, ami pour la vie. Je suis un petit jeune de banlieue qui rêvait d'être chanteur. Voilà. Donc, mes parents n'étaient pas musiciens. Je n'avais pas de DA ni de directeur de maison de disques dans mon répertoire. C'était la folie. Je regardais les Jennifer, les Nolwenn et compagnie. Et à chaque fois, je me disais, comme n'importe quel petit jeune, je me disais, ouais, je suis sûr que si j'y vais, je peux tenter ma chance, je peux y arriver. Et en fin de compte, j'en arrive à rentrer dans le château. Le parcours est plutôt pas mal. En vrai de vrai, pour faire la Starac, j'ai eu un gros coup de chance. Parce que je partais dans un club de vacances, je dirais pas la marque, et en fin de compte, le concept, c'était de chanter pendant 1 heure ou 2 heures par jour, et en fait, ils t'offraient les vacances. C'est un échange marchandises. Et puis donc, je suis parti en Tunisie, donc voilà, je kiffais, tranquille, et puis un soir, je chante. Et il y a le chef du village qui vient me voir, il me dit « Sofiane, donne-la toi ce soir, parce qu'en client, on a quelqu'un de TF1. » Et moi, au début, je suis « ouais, cool. » Et en fait, le soir même, je sais pas si c'est le début de la malchance ou je sais pas, en fin de compte, le soir même, coupure d'électricité pendant que je chante. Plus de micro, plus de PBO, plus rien. Donc ce que je fais, je pose le micro et je chante. Et à la fin de mon séjour, je reçois un coup de fil et un mail de quelqu'un de TF1 qui me dit voilà, Sofiane, est-ce que ça t'intéresserait de faire la Starac? Et au début, j'ai fait l'artiste, ouais, non, t'as vu, j'ai envie de le cursus normal, je suis un artiste, j'ai envie de... Bon, après, j'ai appelé mon mec qui m'a dit, ça fait comme les 3 frères. Je peux le faire. Je peux le faire. Donc, je suis parti faire le casting et puis ça a glissé. Je me rappelle du jour où je reçois un coup de fil de la prod qui me dit, voilà, Sofiane, tu vas dans le château. Et là, franchement, je regarde ma mère et je dis, on a gagné au jackpot. Ouais, c'est l'auto. Même en parlant maintenant, ça me fout un petit peu d'émotion parce que c'était un truc de ouf. J'ai fait une année qui était vraiment particulière. Grégory, voilà, tu le vois arriver. Donc c'est vrai qu'au début, tu la joues perso, tu te dis voilà, ça va être une expérience, ça va être une chance pour toi. Mais quand tu vois Greg arriver, tu te dis peut-être pas celle-là que j'aurais dû faire. Parce que voilà, il n'y a pas photo, quoi. Le petit, il arrive, il est lumineux, il est magique, il est solaire, il est habité.
Sans forcément parler de sa maladie, hein, voilà, il y a des évidences comme ça. Il n'y avait pas besoin de bosser. Ça a se matché tout de suite avec Greg. Et a vécu une aventure extraordinaire. Et pour rien au monde, je changerais. C'est vrai qu'au début de l'aventure, je me disais, bon, peut-être que j'aurais pas dû la faire. Et après avoir vécu tout ça, je me dis, c'était la Starac à perdre. Il est rentré dans la vie de beaucoup de gens qui ne le connaissaient pas. Alors, imaginez les gens qui le connaissaient. Moi, dans ma vie de tous les jours, quand j'ai des choix importants à faire, quand il y a des événements qui sont importants dans ma vie qui arrivent, j'en place toujours une petite pour Greg. Voilà, qu'est-ce qu'il penserait vas-y. Par exemple, quand j'ai eu mon fils, quelque part, je me suis dit, t'as un petit tonton là-haut, quoi, protège-le quoi, un petit peu. Quoi. C'est un petit truc en plus. Puis sa disparition, ça restera toujours, une blessure dans le cœur, c'est normal. Et avec les autres candidats, on est un petit peu ces points de suture-là. En fait, quand t'es jeune, on était insouciant. On se rendait pas compte du buzz qu'on avait. On se rendait pas compte que quand on chantait devant une boîte là, qui nous regarde et qui nous filme, derrière, il y a 7, 8, 9, 10 millions de téléspectateurs. C'était autre chose, c'était une autre époque. C'était la grande époque de la Starac. Puis c'était une année qui a particulièrement cartonné parce que Greg était là, était une super locomotive. C'était quelque chose de lourd. Pas forcément par rapport à la notoriété, déjà c'est une école. Donc je savais pas danser, je suis sorti, je savais danser. Bon, c'est vrai que j'ai un petit peu fait le con à l'intérieur, mais parce que voilà, comme à l'école, j'étais un cancre, je me suis dit c'est un peu la même chose. Ça m'a permis de me rendre compte qu'en fin de compte, le métier de chanteur, c'est un métier, c'est un vrai métier. C'est pas simplement faire le beau gosse ou faire le mec qui miaule. Non, c'est un vrai état d'esprit. Derrière, quand ça marche, en général, tu fais des tournées, tu fais de la scène, ça se prépare. Une carrière artistique, c'est un challenge psychologique très intense. Il faut toujours te remettre en question, même si ça marche. Il faut que tu arrives à te uploader, il faut que tu arrives à vivre avec ton temps. Et c'est pas toujours simple de se remettre en question quand tout le monde te caresse dans le sauce du poil. Il faut avoir quand même un peu le courage et l'état d'esprit de dire attends, d'accord, je suis au top, mais pour que ça dure, il faut que je me dise que je repars à zéro. Et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. J'ai une anecdote, elle est extraordinaire. C'est qu'en fin de compte, l'année suivante de la Starac que je fais, je sais qu'il y a Stevie Wonder qui vient. Et je regarde ma mère et je dis qu'est-ce que je fais? J'y vais au bluff ou pas? Ma mère me dit fais ce que tu veux, moi je le sens bien. Je prends ma voiture, je vais sur le plateau. Et je sais pas pourquoi, en fin de compte, les mecs de la sécurité, c'était les mecs de la sécurité de l'année dernière avec qui je m'entendais très bien. Et je leur dis, les mecs, il y a Stevie Wonder, c'est ma vie, c'est ma folie. S'il vous plaît, laissez-moi rentrer. Et il me laisse rentrer. Il me dit, t'as 2 minutes. Je rentre, je vois Stevie Wonder. Je fais une photo avec lui, fan absolu. Et je vais pour partir. Et je me retourne et je fais, je le reverrai plus jamais. Et je commence à faire In this shit lonely. Je commence à chanter. Et là, Stevie Wonder, il me fait What the voice? Il me dit c'est quoi? Il me prend par la main, il m'amène dans la petite pièce à côté. Il branche son piano électronique et je buffe avec Stevie Wonder pendant 2 heures pour moi tout seul. Et là, je me dis ah ouais, le petit gars de Villejuif, franchement, il a fait du chemin quand même. C'est un délire. Je suis en train de buffer avec Stevie Wonder, qui est quand même la référence musicale pour pratiquement tout le monde. Donc voilà, kiff total. Il m'a écrit, j'ai un petit mot à la maison, il a écrit « Who must have been sent from heaven ?» Ça veut dire que tu as été envoyé du paradis, quoi. Et l'anecdote, pour finir cette anecdote-là, 1 an plus tard, il passe à Bercy. J'essaie d'avoir des places, bien sûr, archi compliqué, parce que voilà, Stevie Wonder, Bercy, la billetterie ouvre à 8h, à 8h15, c'est complet. Donc, au culot, pareil, je me mets devant l'entrée des artistes, j'attends 2 heures, et il y a Stevie Wonder qui arrive dans son van, et il y a sa fille qui me reconnaît, parce qu'elle était là l'année d'avant, j'avais buffé avec lui. Et en fin de temps, elle me regarde, elle me fait « Ah, I remember. » Je dis l'anglais, je dis « Ah, yes, it's me. » Elle me passe 2 badges, et je passe tout le concert de Stevie Wonder dans sa loge. Buff. Rebuff. Stevie Wonder. Voilà. J'ai un truc où je suis dans la loge avec tous les musicos de la Motown. Il y avait la patronne de la Motown.
Et je passe tout le concert dans sa loge. Et là, je me dis, ah ouais, tout est possible quand t'as un peu de volonté, c'est un délire. Donc c'est vrai que j'ai chanté avec lui. Je pense qu'il a kiffé. Ouais, Sofiane, il s'en fout, mais je pense que sur le coup, il a vraiment kiffé. Et il m'a validé et ça fait plaisir. Donc c'est vrai que c'est le genre de truc qui me dit que c'est vrai que par rapport à mon parcours du combattant, ou parce que j'ai fait un peu de télé-réalité ou des choses comme ça, les gens peuvent être sceptiques, même si les trois quarts des gens savent de quoi je suis capable, j'ai juste fait les mauvais choix. C'est vrai que ça te donne de la motivation, parce que quand tu vois qu'un mec comme Stevie Wonder t'a validé, le reste c'est du vent, quoi. Après la Starac, c'est très simple. En fin de compte, je suis le premier ex-tarakanais musicien à avoir signé chez une major qui n'est pas Universal. J'ai signé chez, à l'époque, EMI Music, où en fin de compte, ils m'ont proposé la bande originale d'High School Musical. Ça faisait m'envoler sans regret pour trouver enfin la voie de mon destin, essayer de briser mes chaînes. Ça faisait un truc comme ça. Pour les gens qui disent, ah ouais, il y a plein de gens qui disent, ah ouais, c'est toi qui chantais ça. Et le morceau, il a cartonné, ça a bien marché. Ensuite, pour te dire, voilà, je vais donner le parcours. Ensuite, en fin de compte, quand un morceau se passe bien et que ça cartonne, en général, la maison disque lève l'option d'album avec un gros chèque pour pouvoir que tu sois tranquille pour faire l'album. Sauf qu'en fin de compte, mon producteur de l'époque, il est parti avec les sous. C'était une somme à 5 chiffres. Mais pas dans la dizaine, ni dans la vingtaine, ni dans la trentaine, un peu plus. Donc voilà, après maintenant, va justifier ça à la maison de disque qui dit, ouais, t'as vu, t'as un budget, après tes bas, il faut que tu les règles avec ton producteur. Donc c'est vrai que c'était un petit peu compliqué, quoi. Donc quand ça pète, c'est juste le fruit d'un travail et d'une coordination d'une équipe qui est restée ensemble et qui a su travailler correctement et sérieusement. Et moi, c'est peut-être ce qui m'a manqué pendant toutes ces années. Sauf maintenant. Là, j'ai rencontré The Équipe et c'est ce qu'il me fallait. Il était temps et je le mérite. Avec du recul, franchement, si j'avais eu les outils des jeunes de maintenant, je ne sais pas si j'aurais fait la Star Academy. Mais en même temps, avec le côté humain, ce que j'ai vécu avec Grégory, je le changerais pour rien au monde. Donc je suis un peu partagé. On faisait de la télé-réalité, mais il y avait le côté réalité quand même. Il y avait le côté télé, show, il y avait quand même le côté réalité. Et la nouvelle génération, après ils sont vifs, hein, ils font des sous. Franchement, je vais pas faire comme Fida Turner à dire ouais, ils sont tous, c'est tous des vendeurs de téléachat. C'est un choix, c'est un choix. Après ils se professionnalisent, ils ont raison. Nous, moi personnellement, c'était pas dans mon optique. Moi, j'ai plutôt fait ça pour pouvoir sortir du lot, pour pouvoir buzzer, ce que j'ai fait avec Nabila. Et voilà. Mais ça a changé parce qu'ils sont là et j'ai l'impression qu'ils sont dans la recherche du plus au niveau des trash, au niveau du Bresson. Bresson, c'est sombre. Dans le sale. Ils n'ont pas le côté. Ils ont perdu un petit peu ce côté humilité. La nouvelle génération, elle est à peu près à faire tout et un peu n'importe quoi pour gagner du followers et pour vendre ses contrats de placement de produits plus chers. C'est un choix. C'est un choix. Moi, je suis artiste. La seule chose que j'ai à vendre, c'est mon CD. Donc peut-être que le chemin est plus long, peut-être que j'ai moins de followers, mais je suis plus connecté avec la réalité, avec les gens. C'est vrai que... Exemple, c'est vrai que là, sur ce tournage-là, je parlais avec des petits jeunes, ils me disent « Ouais, mais moi je suis quelqu'un, j'ai 700 000, 800 000 followers. » En fait, et je dis « Ouais, après, je suis quelqu'un. » Ouais. Regarde, moi j'en ai 30 000, 40 000, 50 000, mais de 7 à 77 ans, c'est qui je suis. La dernière saison des Anges, je l'ai fait. Franchement, je vais être très honnête avec vous. C'est uniquement financièrement parlant. Voilà, j'avais besoin de sous parce que j'étais en séparation et que j'étais au Maroc et que voilà, je l'ai fait pour les sous et je sais que ce genre d'émission, tu gagnes des petits cachets quand tu pars en vacances et c'est vrai que voilà que je l'ai fait pour les sous. Et puis j'avais envie aussi de me prouver pour savoir parce que c'est vrai que de base j'ai quand même vu ce programme démarrer. Je suis un des figures quand même des Anges, on peut dire ce qu'on veut, même si je trouve que dans les Anges 12,
Ils m'ont pas trop respecté par rapport à ça, mais je trouve que je suis une figure et j'avais envie de voir. C'est comme un ancien boxeur qui regarde des jeunes boxer et qui dit oh, tiens, j'aimerais bien retourner sur le ring pour savoir ce que ça va donner. Et j'ai eu les réponses à mes questions. C'est faire de l'argent assez rapidement et puis parce que voilà, quand tu veux te lancer dans ton projet, dans la musique, c'est la liberté c'est de l'argent. Il faut avoir de l'oseille. Et c'est vrai que pour être tranquille dans ta musique, t'as pas besoin de te prendre la tête à savoir si je mets 500, 200, 300 euros dans une séance studio, dans une prod, est-ce que je vais pouvoir manger à la fin du mois? Est-ce que mon fils pourra avoir les couches à la fin de la semaine? Voilà, non. Je l'ai fait parce que quelque part, c'est un petit peu un sacrifice. Je l'ai fait parce que je sais que je mérite mieux, que j'étais passé à autre chose, mais financièrement, j'avais besoin de ça, donc je l'ai fait, sans me poser de questions. Avec Nabila, c'est vrai, voilà, il y a eu un crush dans une émission, mais en même temps, tout est fait pour qu'il y ait des crushs. T'es célibataire, il fait de plus en plus chaud, les bouteilles qu'on te donne à la soirée, dans les soirées sont de plus en plus grandes, le tissu sur les corps de ces femmes sont de plus en plus petits, de plus en plus invisibles. Donc à un moment donné, c'est sûr qu'il se passe des choses. Bon, après, ça a accouché d'un morceau. C'est un accident de base, parce que c'est vrai que je l'ai fait en 3 minutes. Ça s'entend, niveau paroles. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il a cartonné le morceau. Et il a cartonné. On a fait disque d'or, t'imagines, disque d'or avec Nabila. En même temps, de mon côté artistique, c'est frustrant parce qu'en fait, tu te prends des années la tête à faire des trucs bien. Tu fais 2 ventes, 3 vues. Et tu fais un morceau balourd en 5 minutes. Je le pose sur YouTube. En 2 jours, 3 jours, on fait 3 millions de vues. Je fais soit l'artiste, on dit non, j'assume pas du tout, tu vois ce que je veux dire, je suis un artiste. Ou soit je me dis, frère, de nos jours, faire des sous avec de la musique, c'est difficile. Donc voilà, j'ai choisi de prendre les sous, d'y aller à fond. La frustration qu'il y a eu pendant si longtemps du fait qu'en fin de compte, je sois résumé à Nabila, en fait, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Parce qu'en fin de compte, j'avais pas digéré le truc, je le vivais mal et je l'assumais pas. Et c'est vrai qu'une fois en séance studio, je vois donc les rappeurs du moment qui cartonnent et je les vois comme ça. Et je me dis, je suis mort. Et ils vont me reconnaître, ils vont dire Sofiane Nabila. Et en fin de compte, ils m'ont parlé et ils m'ont donné plus de force en disant, mais frère, on dirait que tu baisses la tête. On dirait que, frère, je dis, nous, on aurait rêvé faire un buzz comme ça. On aurait rêvé aussi autre chose. Mais voilà, franchement, arrête de baisser la tête, sois fier. La grande différence entre vous et nous, les anciens et les jeunes, c'est que nous, on fait tout, on assume. On assume, en bien ou en mal, on assume. Et c'est vrai que voilà, maintenant j'assume. C'est vrai que j'attendais pas forcément après eux, mais voilà, je vais pas m'excuser et je vais pas. Au contraire, c'est quelque chose qui m'a rapporté un peu de sous, qui m'a fait du buzz. Quelque part, ça me permet aussi de me rendre compte qu'en fin de compte, j'avais du nif, comme on dit, parce que je suis quand même le premier à avoir misé sur elle. Là, j'ai maquetté. Je travaille donc sur un album avec une équipe de Marseille, d'ailleurs, Skenawin. Big up, frérot. Franchement, c'est un génie, c'est le futur beatmaker de ces 30 prochaines années. Ah ouais, non, il est lourd, il est très très lourd. Il fait pour tout le monde, il a fait pour SCH, il a fait Sosomanes, il a fait Fianso. Voilà, c'est plus urbain, mais c'est quelque chose qui me correspond beaucoup plus. Le morceau s'appelle Vers le top, il est déjà sur YouTube. Ça fait je roule vers le top et je vise le meilleur. Personne me bloque, j'ai brûlé mes peurs. Je roule vers le top et je vise le meilleur. Personne me bloque, mon cœur est meilleur. C'est un peu une introspection sur moi-même, ou voilà, c'est un petit peu un ego trip, où les couplets ça fait on m'a menti, trop souvent trahi, maintenant j'ai compris, plus besoin de personne, beaucoup d'ennemis, pour eux je suis fini, bienvenue dans ma vie, encore au nom qui résonne. Mon pote, je galope loin de ceux qui papotent, j'ai mon plan dans ma tête, ouais je sais ce que j'ai à faire, pour je galope très loin de tous ceux qui radotent. Ah, ça change du Nabila, c'est sûr, mais ça va être lourd, franchement c'est propre. Non, dans 10 ans, je me vois... comme j'ai pris un petit peu de retard, je me vois encore faire de la scène parce que pour moi, la scène, c'est quelque chose d'exceptionnel. Défendre mon projet, me battre, et puis dans 10 ans, d'être avec mon fils, de donner les clés de la maison à ma mère. Voilà, il y a une phrase, il y a pas longtemps que j'ai écouté un vieux morceau de Booba et j'ai kiffé. C'est que je veux devenir l'artiste que j'aurais dû être. Franchement, c'est magnifique, cette phrase-là. Et ça fait du bien, et voilà, dans 10 ans, je me dis, si j'ai la chance de pouvoir avoir fait tout ce que j'avais envie de faire, je pourrais être
cette espèce de producteur grand frère, bienveillant, qui donnerait des conseils pour pas passer là où je suis passé, parce que j'ai conscience que c'est pas le chemin le plus facile. C'est pas le plus facile. Si je devrais refaire les choses, peut-être que je les changerais. Maintenant c'est fait, c'est comme ça. Mais vraiment voilà, c'est rester focus, croire en soi et y aller, foncer. C'était Sofiane Tadjine pour Zone Off.